Donc le but, en effet, de ces quelques diapositives, c'est de partager avec vous non pas ce qu'on sait sur la kétamine, mais sur l'ampleur qu'elle prend en France et quels risques peuvent être associés à un usage qui prend de l'ampleur ou bien encore qui se modifie. Donc tout d'abord, en guise un peu d'introduction et de contexte, c'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup des opioïdes, que ce soit des opioïdes médicaments ou d'autres opioïdes. On fait beaucoup référence à la crise des opioïdes qui s'est passée, qui se passe toujours d'ailleurs aux États-Unis. Ce qu'on sait peut-être beaucoup moins, c'est qu'on a une problématique un peu identique, non pas sur les opioïdes, mais sur la kétamine en Asie, notamment à Taïwan, à Hong Kong. Vous pouvez voir sur cette diapositive, ou deviner, du moins par le titre, une problématique qui existe depuis un certain nombre d'années, depuis plus de 10 ans, avec des patients consommateurs de kétamine et qui présentent des symptômes urinaires assez sévères qui les font consulter notamment aux urgences et qui a conduit les collègues de ces pays à mettre au point une échelle pour repérer les troubles urinaires induits par l'usage répété de kétamine. Alors, la kétamine et notamment son circuit, la géopolitique, je n'ai aucune compétence là-dessus, bien entendu, vous en doutez, mais il y a des documents qui existent et qui expliquent très bien comment la fabrication de cette kétamine non pharmaceutique se fait préférentiellement donc en Asie, ce qui peut donc expliquer l'usage qui en est fait là-bas, mais qu'elle transite également ensuite vers d'autres pays, dont l'Europe et les États-Unis. Alors, ces complications urinaires, c'est comme ça qu'en France, et notamment au sein du réseau français d'addictovigilance, on les suivait de près, depuis les années 2011 où ils ont émergé. Alors, ce sont des complications qui touchent la vessie et donc qui se caractérisent par tout un ensemble de symptômes qui sont très évocateurs de ce qu'on appelle une cystite interstitielle, c'est-à-dire qu'on a des douleurs urinaires, des dysuries, des mictions qui sont fréquentes. Dans une consultation, un patient peut être amené à se lever plus de 10 fois pour aller aux toilettes. Ça peut se manifester également par des douleurs, par une hématurie, donc du sang dans les urines. Et tout ceci, en fait, est lié à une diminution de la capacité donc, de la vessie. Et quand on fait les collègues urologues font des examens, eh bien, constate très souvent des lésions d'inflammation, des lésions érythémateuses qui peuvent au début donner le change avec un cancer de la vessie, mais bien entendu lors des prélèvements qui sont réalisés, ce n'en est pas. Et si l'usage de kétamine perdure, eh bien la vessie devient de plus en plus petite. Au lieu d'avoir une capacité vésicale de 600, 700 millilitres, c'est 100, 200. Et ce qui explique que finalement, ceci conduit à une sténose bilatérale des uretères, comme c'est mentionné sur, hélas, cette radiographie, et peut également avoir des conséquences sur les reins. Et donc tout ceci, il y a une abondante littérature dessus, aussi bien sur le versant clinique que expérimental, et ça peut conduire jusqu'à la nécrose papillaire. Alors, et en France, que se passe-t-il avec la kétamine? Eh bien, c'est un produit qui est tout d'abord suivi en tant que substance pharmaceutique, puisque la kétamine est un médicament d'ailleurs essentiel au sens de la liste essentielle de l'OMS pour son utilisation en anesthésie réanimation, et c'est une substance également qui est utilisée pour ses effets psychoactifs, et donc c'est à ces deux titres que ce produit fait l'objet d'une surveillance par le réseau français des centres d'addictovigilance, également par le réseau français des centres de pharmacovigilance, et tout ceci se fait en lien avec l'ANSM.
Donc c'est un produit qui est donc suivi depuis de très nombreuses années. Depuis les années 90, Jocelyne Arditi, d'ailleurs, avec Michel Spadari, suivait ce produit. On a également suivi, c'est le docteur Elisabeth Froger qui s'est occupée de cette étude, de savoir comment la kétamine, médicament, était rétrocédée par les pharmacies à usage intérieur. Il y a eu donc plusieurs rapports d'addictovigilance que nous avons réalisés en 2012 et en 2014. Nous avons souligné les complications uronéphrologiques, puisque c'était ce type de complications qui émergeaient dans les publications scientifiques, et notamment en Asie, comme je viens de l'exposer. En juin 2017, ce sont les collègues des centres de pharmacovigilance qui ont alerté sur cette problématique d'atteinte hépatique très sévère chez des patients grands brûlés à qui la kétamine était administrée lors des pansements que l'on leur fait fréquemment et qui sont particulièrement douloureux. Et dans le cadre de cette utilisation-là, régulière, répétée, eh bien, ces patients, hélas, avaient présenté des hépatites très sévères, ayant conduit pour 4 d'entre eux à une transplantation hépatique. Ceci avait conduit à une sensibilisation des professionnels et à ce que l'Agence du médicament ouvre, c'est un peu technique, mais ouvre 2 enquêtes nationales, une de pharmacovigilance et une d'addictovigilance qui nous a été confiée. Donc dans ce cadre-là, et notamment en 2023, l'Agence du médicament a rappelé le bon usage de la kétamine dans ses indications médicales, et a également sensibilisé à partir du rapport qu'on avait rendu en 2020 sur ces complications urinaires, parce que dans le rapport de 2020, on avait quelques cas, de mémoire 5 cas en France, tout en sachant qu'il y en a plus puisque tout n'est pas déclaré. Mais il y avait déjà eu une sensibilisation des professionnels de santé sur ces complications hépatiques, sur ces complications urinaires, et également sur ces complications biliaires avec la kétamine utilisée de façon prolongée et répétée, puisque d'ailleurs il y avait eu des cas pendant la période Covid liés à l'utilisation de kétamine chez des patients atteints de Covid-19 et en service de réanimation. Donc tout ceci est disponible sur le site de l'Agence du médicament, mais il y a également eu une lettre faite aux professionnels de santé et à différents types de professionnels de santé, également inclus dedans bien entendu les addictologues, pour les sensibiliser sur ces complications somatiques dès lors qu'on était sur un usage répété de la kétamine, quelle que soit sa finalité, c'est-à-dire thérapeutique ou non thérapeutique. Et donc l'objectif, plus spécifiquement de cette présentation aujourd'hui, c'est de partager avec vous les données récentes que l'on a sur les données d'addictovigilance de la kétamine, puisque nous avons fait récemment une mise à jour de ce rapport. Nous avons regardé sur la période de 2020 à 2023, donc vous voyez des données très récentes et de plus de 3 ans. Comme d'habitude, nous avons procédé à une approche multisource, c'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur différents types de données, en ciblant dans ces données, bien entendu, l'exposition à la kétamine. Et donc, on s'est appuyé sur les cas d'addictovigilance, c'est-à-dire les observations cliniques déclarées avec la kétamine par les professionnels de santé. On s'est appuyé sur l'enquête Oppidum, qui est l'enquête qui a lieu chaque année dans les structures, et je pense qu'on a certains d'entre vous qui sont parmi nous aujourd'hui, et merci à vous de participer chaque année. Et donc, on a la chance d'avoir directement les usagers qui expliquent les modalités de consommation de leur kétamine. Et puis, nous avons également un dispositif qui est spécifiquement porte spécifiquement sur les décès médico-légaux, et donc fait en collaboration avec les collègues toxicologues analystes et également les médecins légistes. Et là, on regarde également spécifiquement la kétamine, et également il y aura d'autres données que je partagerai avec vous. Alors, cette diapositive est sans doute l'une des plus importantes de ce diaporama. Cela montre que sur la dernière période, et donc il a été analysé, donc du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2023, le nombre d'observations cliniques, ce qu'on appelle dans notre jargon les notifications rapportées sur toute la France en lien avec la kétamine est de 372, ce qui fait quasiment 2 fois plus
que celle du précédent rapport qui portait sur une même période de temps et qui était de 159, donc une augmentation très importante des cas d'addictovigilance avec la kétamine. Quand on a vu ce chiffre, et je peux vous dire que j'ai été moi-même la première étonnée, je me doutais qu'il avait augmenté, mais pas dans cette ampleur. J'ai de suite regardé sur les 11 mois de l'année, les 11 premiers mois de 2024, où on en était en termes de déclaration d'addictovigilance avec la kétamine, et vous voyez que sur les 11 premiers mois, on en est déjà à 203, c'est-à-dire autant que sur le rapport qu'on avait fait, beaucoup plus déjà que ce qu'on avait fait sur le rapport de 2017 et 2020. Et pour vous donner également des éléments de contexte pour encore mieux apprécier la valeur de ce chiffre, Anne Roussin, elle fonctionnera Anne Roussin de Toulouse, qui suit le dossier Tramadol en addictovigilance, a sur l'année 2023 environ 210 cas Tramadol. Donc ça met un peu en perspective ce chiffre qui est incontestablement, hélas, dans une dynamique qui est croissante, préoccupante et qui se poursuit encore en 2024. Mais au-delà des chiffres, ce qui est important aussi de partager avec vous, c'est ce qu'ils reflètent concrètement. Donc sur ces 372 cas, il y en a 61% qui sont graves. Alors c'est une cotation que l'on a en addictovigilance, où c'est le fait d'avoir été hospitalisé, d'avoir une mise en jeu du pronostic vital, et vous voyez que ça concerne quand même un nombre non négligeable de patients. Leur moyenne d'âge est d'environ 25 ans. On a 8,3% de mineurs. Ça reste une grande proportion d'hommes, à hauteur de 67%. Mais on a quand même une proportion de femmes non négligeable. Quand on analyse d'autres produits, on a des fois des pourcentages de prévalence d'hommes beaucoup plus importantes que celles-là. Donc je pense qu'il faut quand même aussi avoir en tête que les femmes aussi consomment de la kétamine. Ce qui est surtout important dans cette caractérisation, c'est la fréquence de prise de la kétamine que l'on a dans ces observations. Alors elle n'est pas renseignée tout le temps, puisqu'elle n'est hélas renseignée que 154 fois sur 372. Mais quand elle est renseignée, eh bien, il s'agit dans la majeure partie des cas d'une consommation qui est régulière, soit quotidienne, soit hebdomadaire et plus rarement ponctuelle. Les modalités d'usage, là aussi, ne sont pas renseignées tout le temps, mais quand ils le sont, on a dégagé 3 types de contextes. Un contexte festif, récréatif pour environ la moitié d'entre eux. Un contexte autothérapeutique pour un nombre non négligeable de fois, puisque c'est dans 37,5% des cas. Alors, état thérapeutique, autothérapeutique veut dire que les usagers mentionnaient prendre la kétamine, soit pour du bien-être, soit à visée autodépressive, soit pour se sevrer à l'alcool, soit à visée antalgique. Voilà, c'était des contextes vraiment où je recherchais un effet autothérapeutique. Et enfin, il y a également un usage dans un contexte de chemsex pour 7,5% des cas, ce qui est aussi corroboré par d'autres données disponibles. Donc ces 372 cas ont été caractérisés par 399 effets, puisque un patient peut avoir par exemple un trouble de l'usage avec la kétamine et également une dysurie, des troubles urinaires à cause du fait de la kétamine. Donc là, vous avez un panorama très rapide en faisant l'évolution entre les 2 derniers rapports de la répartition des types d'effets avec la kétamine et toujours bien entendu le haut du pavé sur les troubles psychiatriques et les troubles du système nerveux central puisqu'il s'agit d'une substance psychoactive. Et ce qui a vraiment attiré notre attention, c'est que les 2 catégories qui ont le plus augmenté en comparaison du précédent rapport sont les troubles de l'usage avec la kétamine qui sont passés de 10 à 18%. Et les troubles urinaires qui sont passés de 3 à 8%. Donc ces troubles urinaires, vous voyez, on en a eu 30 contre de mémoire 5 dans notre rapport. Donc ce sont ces fameuses cystites interstitielles qui correspondent en tout point à ce qui est décrit dans les publications en provenance d'Asie ou d'Angleterre, puisque l'Angleterre aussi a également cette problématique de la kétamine. Donc soit ce sont des cas qui étaient diagnostiqués comme tels, soit des symptômes très évocateurs quand même de ces cystites avec des dysuries, des hématuries, des prolactinuries et des patients qui n'avaient pas d'infection urinaire par ailleurs.
Dans ces cas, vous voyez, ces cas ont quand même été particulièrement sévères puisque des thérapeutiques chirurgicales ont été nécessaires et sont mentionnées pour 3 d'entre elles. Il a fallu leur utiliser des techniques d'hydrodistension pour augmenter leur capacité vésicale. Et il y a eu aussi des interventions à type de cystectomie, donc d'ablation de la vessie. Il s'agit d'hommes pour 63% de cas, il y a 11 femmes, l'âge moyen est de 26 ans. Les modalités de prise, dans tous les cas qu'on a de troubles urinaires par kétamine, c'est toujours la voie nasale, et c'est ce qui a également été montré dans la littérature, où c'est vraiment davantage la voie nasale que la voie IV. Et on est toujours sur cette fameuse consommation régulière ou bien ancienne. Et très souvent, vous voyez, ce sont soit la consommation est quotidienne, soit elle est vraiment prolongée depuis quelques années. Ça peut aller jusqu'à des patients qu'on consomme régulièrement depuis 10 ans. Et donc, on retrouve ce contexte d'usage, donc soit festif, récréatif, soit à but autothérapeutique, à la recherche d'effets comme l'anxiolyse, l'antalgie, ou encore l'effet anesthésiant. Il y a une abondante littérature sur le sujet, et encore ces dernières années, mais davantage sur le traitement de comment évaluer ces patients qui présentent ces troubles urinaires. Donc il y a un excellent papier que je vous recommande, qui est d'ailleurs en accès libre, qui est fait par nos collègues britanniques. Donc ensuite, autre fait marquant de cette analyse, ce sont le nombre de troubles de l'usage qu'on a eu et qui ont été donc analysés. On en a 72. Vous voyez que c'est croissant sur les 3 dernières années. On en avait 13 en 2021, 26 en 2002, 33 en 2023. Toujours cette présence majoritaire des hommes, avec des âges qui peuvent aller de 16 à 53 ans. Une consommation qui en moyenne, quand même depuis plusieurs années, et toujours cette voie nasale qui est préférentielle. Ces usages qui sont soit autothérapeutiques, soit récréatifs, soit de chemsex, et donc 20 patients qui sont en demande de sevrage de la kétamine, 5 qui présentent également un craving, ce comportement que l'on a à vouloir reprendre un produit de façon irrépressible. Et cette notion deux notions qui sont importantes, c'est cette notion de tolérance, c'est-à-dire le fait que les patients sont amenés à augmenter les doses et ce qui les expose donc à ces effets délétères, puisqu'en augmentant les doses, ils peuvent faire ces fameux troubles urinaires ou ces troubles biliaires. Et puis, on a eu 2 situations, 2 patients qui présentaient des troubles de l'usage avec la kétamine et qui se rendaient dans les hôpitaux et donc aux urgences, qui mimaient plus ou moins des tableaux orthopédiques, traumatiques, afin d'obtenir de la kétamine pharmaceutique. Donc rapidement, l'exemple, je ne l'ai pas mis complètement, vous voyez que ça peut concerner des patients jeunes. Il s'agit d'un patient de 16 ans. Il consomme cette substance régulièrement depuis 1 an, d'abord de façon hebdomadaire, puis ensuite tous les soirs, puis enfin toute la journée, et avec des doses qui peuvent aller jusqu'à 1 gramme. Et c'est un patient qui a décrit donc des épisodes de craving. Donc dans Oppidum, auquel certains d'entre vous participent, donc Oppidum, c'est des usagers vus dans les structures Lexapal, les Carudes, ou encore en consultation d'addictologie, comme le montre ce graphique qui part de 2013 à 2023. Le nombre d'usagers de kétamine a augmenté, puisqu'il était même de 20 usagers en 2013 jusqu'à 107 dans la dernière enquête qui a pu être analysée. Et en 2023, même pour la première fois, les 107 usagers ont été pris en charge par tous les types de structures participant à Oppidum, Lexapal, les Carudes, les équipes de liaison, les unités d'hospitalisation. Preuve, s'il le fallait, que cet usage est problématique et vu quelle que soit la typologie du centre qui les prend en charge. On retrouve finalement les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que la proportion de consommation quotidienne de kétamine a augmenté puisqu'elle est passée à près de 20% en 2023 versus 13% en 2020. La prise hebdomadaire, elle aussi, a augmenté.
On est toujours sur une prédominance de la voie nasale qui augmente, et sur le dernier petit graphique que vous voyez avec les barres jaunes, grises et oranges, c'est le fait qu'on a regardé plus spécifiquement les consommateurs de kétamine depuis plusieurs années. Et en fait, on voit très bien que parmi ceux qui consomment la kétamine depuis plusieurs années, et bien, petit à petit, la proportion de ceux qui le consomment occasionnellement, ce sont les barres en jaune, diminue, tandis que la proportion de ceux qui le consomment de façon régulière, donc quotidiennement ou hebdomadaire, eh bien, augmente, et c'est notamment assez flagrant sur les dernières années de 2022 et 2023. Donc toujours sur Oppidum, vous voyez qu'on regarde aussi la proportion d'augmentation des doses depuis 6 mois, et là aussi elle progresse. La proportion de souffrance à l'arrêt, et là aussi elle progresse. La proportion de dépendance, et là aussi elle progresse. Et en 2003, la citation de la kétamine comme premier produit ayant entraîné une dépendance est aussi à son niveau le plus élevé en nombre et en proportion. Ce panorama, typiquement tel qu'on peut le voir de façon évolutive, c'est typiquement ce qu'on a vu avec la prégabaline il y a quelques années. Petit à petit, les choses, les différentes modalités de consommation changer, se modifier et augmenter. Alors, concernant le dispositif DRAM, DRAM, c'est un dispositif qui s'appuie sur les dossiers médico-légaux qui ont fait l'objet d'une autopsie et de prélèvements toxicologiques. Donc, ça n'a rien à voir avec les décès statistiques. Ce sont vraiment des décès où on a des éléments probants pour établir le lien de causalité qu'il y a entre un décès et l'exposition à une substance, dans la mesure où on a ces concentrations dans le plasma. Durant ces dernières années, il y avait eu 6 cas directs dans lesquels la kétamine avait été retrouvée, mais surtout 3 où elle avait été, après analyse toxicologique, désignée comme responsable. Et sur cette période de ce rapport, on voit que ce nombre augmente, avec des situations dans lesquelles en plus la kétamine a été identifiée comme étant responsable du décès. Des éléments aussi qui sont très utiles pour la compréhension de la problématique en France, ce sont les dernières données disponibles grâce à 3 études très intéressantes qu'a fait l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, avec tout d'abord une étude en plus de 2023 qui a été réalisée sur un échantillon représentatif de la population générale, plus de 15 000 personnes âgées de 18 à 64 ans, et qui a montré que la prévalence d'expérimentation au cours de la vie de la kétamine était de 2,6%, avec ce pourcentage pouvant être encore plus élevé quand on s'attelle aux tranches d'âge, elle est de 3,3% pour les 18-23 ans, 4,8% pour les 25-34 et 3,2% pour les 35-44 ans. Autre étude intéressante, c'est celle qui a été, ce sont les données ESCAPADE, qui est réalisée lors de la journée défense et citoyenneté auprès de jeunes filles et garçons. Et là, la prévalence d'usage de la kétamine, ils ont été chercher spécifiquement cette prévalence d'usage-là. Elle est de 0,9% en 2022. Et cette prévalence varie en fonction de la situation scolaire, puisqu'elle est plus faible quand les élèves sont en lycée général ou technologique, et plus élevée quand on est en lycée professionnel ou apprenti ou non scolarisé. Et enfin, il y a le dispositif En Classe, qui interroge sur les élèves de 6e à la terminale sur les substances psychoactives. Et là aussi, il a été mis une question spécifique sur la kétamine, comme il y a quelques années, une question spécifique a été ajoutée sur le protoxyde d'azote. Et la prévalence d'expérimentation de la kétamine est de 1,1%, avec une différence entre les filles et les garçons. Ce qui est également intéressant, c'est de savoir comment la kétamine circule désormais en Europe. Donc là aussi, des données très intéressantes en provenance de l'Union européenne, puisque la kétamine est un produit qui circule davantage. Je pense que les graphiques parlent d'eux-mêmes, avec en 2022 près de 3000 saisies réalisées en Europe, alors que dans les années 2006, vous voyez, c'était moins de 500. Mais au-delà du nombre de saisies, ce qui est intéressant, c'est le total, c'est la quantité. Et vous voyez, le graphique là aussi parle de lui-même, puisque en 2022, il y a un total de près de 2,79 tonnes de kétamine qui ont été saisies, ce qui s'inscrit là aussi dans une dynamique particulièrement croissante avec ce produit.
Donc, en conclusion, je pense que tout ceci montre que les données sont convergentes et en faveur d'une dynamique croissante des usages et des risques liés à la kétamine, avec ses complications psychiatriques qui existent. Bon, je ne vais pas tout m'étendre parce qu'il fallait à l'essentiel, mais elles sont bien pressantes. Complications urinaires, addictives avec les troubles de l'usage. J'aurais pu également parler des complications biliaires qui sont en augmentation, mais qui sont plus difficiles à diagnostiquer. Cet usage de kétamine a changé, il a changé et sans doute parce qu'il est davantage facilité par une diffusion qui a été accentuée avec ces saisies qui sont en augmentation également au niveau français, européen et mondial, une accessibilité qui est facilitée par le deal, le don et puis tout le recours aux outils numériques qui permet d'avoir accès à la cocaïne et également à la kétamine maintenant et puis ces chiffres croissants comme en témoignent les chiffres d'exposition population générale, ou plus explicitement chez les collégiens et les lycéens scolarisés. Autre point important, c'est donc les contextes d'usage de kétamine qui sont toujours diversifiés, le festif, le récréatif, le chemsex, l'autothérapeutique, et puis surtout s'amplifier selon des modalités de consommation qui sont plus régulières, quotidiennes, hebdomadaires, qui exposent donc les sujets à des patients à des risques sanitaires sévères. Et puis ce fameux problème de la tolérance qui fait que les usagers vont augmenter les doses et pas mal de complications somatiques et notamment les atteintes urinaires sont notamment liées à une toxicité dose dépendante qui bien entendu est problématique, surtout que certains patients peuvent également dans ce cadre-là des complications urinaires utiliser de la kétamine pour les soulager des douleurs urinaires. Donc, tout ceci souligne l'importance de repérer ces complications qui sont particulièrement invalidantes et irréversibles, surtout s'il y a une poursuite de l'usage de kétamine et surtout si ces patients ne sont pas orientés vers des collègues spécialistes urologues qui désormais connaissent bien cette problématique. Donc, en conclusion, il s'agit d'une consommation qui s'est banalisée, démocratisée et qui est pourtant problématique, qui semble actuellement bien ancrée dans le paysage français. Et compte tenu de l'expérience asiatique avec la kétamine et de la dynamique dans laquelle elle s'inscrit en France, je pense que c'était plus qu'important de partager avec vous toutes ces informations que vous pourrez également retrouver en grande partie, mais pas totalement, dans cet article que j'ai écrit il n'y a pas longtemps en français et qui reprend les principaux éléments de cette présentation.